Bonsoir et bienvenue à Zone Libre Documentaire. Les amateurs de sport surtout le connaissent, pourtant son histoire pourrait tous nous inspirer. Il y a quelques années, Otis Grant, le boxeur montréalais d'origine jamaïcaine, était victime d'un accident qui allait compromettre sa carrière. Abandonné par son gérant, Otis Grant a graduellement regagné la santé et puis ses titres sportifs. À quelques jours de son prochain combat, les réalisateurs Tony et Bob Babinski nous présentent l'histoire d'Otis Grant. Lors d'un combat, on peut s'attendre à avoir des blessures musculo-squelettiques, genre fracture du nez, fracture de la main, fracture de côte. Il vient de très loin. C'est un gars qui vient près de perdre la vie dans un accident de circulation il y a un peu plus de 4 ans. Et on peut voir d'ailleurs les cicatrices qu'il a à son bras gauche. Il était vraiment sérieusement accidenté. S'il n'avait pas été traité, il serait peut-être mort. Même ça paraissait probablement mort. C'est une fois rendu à l'hôpital, lorsqu'on lui a administré les derniers sacrements, que Grant s'est rendu compte de la gravité de ses blessures. Alors je me souviens d'avoir fait des prières sur lui. Après tout ce que Otis a vécu, si on lui donne la chance, il n'y a pas rien qui peut l'arrêter. C'est toi le boss du ring. Il ne pourra pas te toucher. L'histoire qui va suivre est celle d'un boxeur, d'un ancien champion du monde qui tente un retour tardif dans l'arène après un très grave accident d'automobile. C'est l'histoire d'un homme qui connaît très bien le sens de la vie et de la mort, qui connaît aussi l'importance de l'amitié et de la solidarité. C'est l'histoire d'un homme et de ses points d'appui. Mesdames et messieurs, voici maintenant notre combat principal prévu pour 12 rounds pour le championnat WBC international. Otis Magic Grant! C'est un sport extrêmement dangereux. La petite fraction de seconde de réaction est importante. Et souvent, avec l'âge, c'est la première chose qu'on perd, des fois, la fraction de seconde. Ce qui pousse Otis Grant à être encore là aujourd'hui, premièrement, c'est les résultats. Le 12 décembre 2004, le Montréalais Otis Grant monte sur le ring du Casino de Montréal pour affronter Henry Porras. C'est le 4e combat d'un surprenant retour à la boxe, amorcé il y a tout juste un an. Ce parcours est l'un des plus fascinants de l'histoire de la boxe canadienne. On a eu de très, très bons boxeurs dans l'histoire, mais je dirais que malgré que l'histoire de Otis Grant n'est pas finie, je dirais que selon les accomplissements qu'il a jusqu'à date, qu'il serait sûrement parmi les premiers 5 au Québec. C'est un technicien, tacticien. C'est un boxeur qui aime réfléchir sur le ring, qui excelle en défensive et contre-attaque, qui aussi est capable de bien se situer dans un combat, s'il est en avance ou en arrière, mais peut-être trop, justement, tendance à trop juger ça, donc y aller en fonction de ce résultat au lieu de ne pas prendre de chance et y aller au maximum tout le temps. Otis Grant est un boxeur atypique. Diplômé en récréologie de l'Université Concordia à Montréal, il boxait des gens professionnels pour payer ses études. Un cas très rare dans toute l'histoire de la boxe. De plus, il consacre beaucoup de temps et d'énergie à aider les moins favorisés de la société. Il est très sincère, c'est une gentille personne. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Quand on a quelque chose à lui demander, il est toujours là. Otis, c'est un gars qui est toujours souriant. Je ne l'ai jamais vu se fâcher. Otis, c'est un gars de famille. On le voit plus souvent avec sa femme et ses enfants que lui seul. Il incarne l'époux et le père de famille que toutes les femmes désirent. Enfin, il est même mon modèle. On lit des livres ensemble. Si c'est l'été, on va dehors, on fait des bicyclettes,
on joue au soccer là-bas. J'ai connu Otis, j'étais jeune, j'avais à peu près 12 ans. C'est un homme de confiance que moi, je vois toujours si j'ai des problèmes ou des questions à demander. Je sais qu'il va me répondre de la bonne manière ou il va m'aider. Ses grandes qualités d'écoute l'ont amené à l'école Lindsay Place dans les années 90. Il y travaille comme éducateur spécialisé tout en poursuivant sa carrière de boxeur professionnel. Cette récente visite était pour lui comme un retour à la maison. Nous avons recherché un éducateur qui peut travailler avec les élèves qui sont en difficulté. Il y avait du monde qui se questionnait. Tu sais, est-ce qu'on prend une chance avec lui? C'est-tu un autre, peut-être, un autre Dave Hilton? Tu sais, c'est un boxeur. Il est bon à TV avec les jeunes, mais aussitôt qu'ils ont donné une chance, ils ont, tu sais, ça a bien marché du début. À l'âge de 37 ans, la vie a conduit Grant dans l'arène pour combattre Henry Porras. La tension est palpable chez ses partisans et amis. Une défaite ce soir signifierait la fin de son retour sur le ring. Une victoire le rapprocherait un peu plus d'un combat pour le championnat mondial. La vie d'Otis Grant a commencé en Jamaïque, une terre dans laquelle ses racines sont solidement implantées. Je suis né à Sainte-Anne, au Jamaïque, le 23 décembre 1967. J'ai des beaux souvenirs de la Jamaïque, surtout les vacances. Les vacances étaient très agréables. Nous avions 2 semaines de congé à Pâques. Il y avait un festival et tous les enfants du voisinage fabriquaient des cerfs-volants. Cela fait partie des bons souvenirs que je garde de mon enfance ici. Voici Cedar Valley. Je devais avoir environ 3 ans lorsque ma mère est partie pour le Canada. J'ai été élevé ici par mes grands-parents. Boy, you got the Muslim, yeah? I had a very difficult time with you. They always fight. They always fight. They always fight. And sometimes I get despondent. La vie était différente ici par rapport au Canada. Si on nous voyait traîner dans la rue ou faire quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, les voisins pouvaient nous arrêter, nous donner une fessée et nous ramener à la maison. C'est ici que nous avons construit nos valeurs, dans cette communauté où nous avons grandi. Les voisins nous surveillaient. C'était comme en Afrique. On dit qu'il faut une armée pour élever un enfant. C'est le cas ici. On s'installait sur du carton. On étendait une boîte de carton, on s'assoyait dessus et on descendait la pente. On sautait juste avant de passer par-dessus le mur. Je suis le second de 13 enfants. La vie n'était pas facile, mais nous étions heureux. En Jamaïque, son père, Ken Grant, travaillait comme homme de métier et ne vivait pas avec ses fils. Cependant, en 1976, il rejoint son épouse au Canada. 1 an plus tard, les 2 garçons les y retrouvent et la famille de nouveau réunie s'installe à Ville-Saint-Laurent. Je voulais qu'ils sachent que de grandes possibilités s'offraient à eux au Canada. Moi-même, je n'ai pas eu la chance que les garçons ont eue. C'était à eux d'en profiter au maximum. Je me souviens des adieux à ma famille et à mes amis. Je pleurais parce que je ne voulais pas partir.
Je crois que ce fut beaucoup plus facile parce que je partais avec mon frère. Ma grand-mère nous a amenés au Canada. Avec son frère Howard, Otis a découvert à Montréal une communauté à l'intérieur de laquelle il peut se sentir appuyé, comme c'était le cas durant son enfance jamaïcaine. Cette communauté fraternelle, il l'a trouvée dans le monde de la boxe. J'ai commencé à faire la boxe en 1978-19 avec des amis. Nous étions plusieurs garçons. Nous traînions pendant les vacances d'été. 2 frères, Robin et Terry, ont découvert un club de boxe dans notre quartier, sur Baudet, entre de l'église et du collège. Plusieurs fois, il a déclaré que ce sport les a gardés, ses amis et lui, dans le droit chemin. C'est sûr que la boxe fut un tremplin pour les frères Grands. Le taux de criminalité parmi les jeunes allait en s'accentuant. Alors, ça m'a toujours étonné de voir que ces jeunes-là, Howard et Otis, ont su tenir leur bout là, et puis de continuer dans la boxe. Rapidement, les 2 Grant démontrent des talents de pugilistes. Ils boxent d'abord en amateur au niveau provincial, puis canadien. En 1988, Howard représente son pays d'adoption aux Jeux olympiques de Séoul. Howard, il était talentueux, il avait une bonne habileté, il était au-dessus de la moyenne, point de vue talent physique. Otis, c'était un différent genre de boxeur. Il savait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il écoutait les conseils très, très intelligents, puis très discipliné, très focus. Les 2 frères ont toujours été compétitifs. Howard dit que malgré leur rivalité, ils ont toujours souhaité le meilleur l'un pour l'autre et ont progressé grâce à cette saine émulation. Howard est devenu professionnel après les Olympiques de Séoul et s'est retiré après 19 combats. Otis a commencé sa carrière chez les pros en Lyon, gagnant ses 22 premiers combats. Il signe un contrat avec un promoteur du New Jersey, Art Pellulo, et poursuit sa brillante carrière aux États-Unis. Malgré une fiche impressionnante, il demeure pratiquement inconnu dans sa propre ville, son propre pays. Pourquoi? Cette question demeure entière. Au Québec, je crois que les amateurs de boxe peuvent plus facilement s'identifier à un boxeur francophone qu'à un boxeur jamaïcain ou américain. Ils aiment encourager leurs boxeurs. Être un homme noir anglophone dans une province francophone peut laisser des stigmates. C'est un défi pour Otis. Les amateurs de cette province préfèrent suivre leur propre type de boxeur. De plus, la réputation de bon gars d'Otis ne cadre pas avec l'image de la boxe. Quel impact le racisme sur la boxe au Québec? Je pense que ça commence à changer, mais avant, c'était un gros impact. Je pense pas que c'était autant la race noire qu'autant qu'il était anglais. Moi, je crois que c'est complètement faux. Il n'y a absolument aucune crédibilité à cette chose-là. Premièrement, c'est qu'un des meilleurs, des plus populaires ici qu'on a eu à Montréal, c'était Eddie Mello, qui venait de Toronto pour battre nos francophones ici, OK? Il n'y a rien qui aurait possiblement être plus insultant. Mais les gens adoraient Eddie Mello. Ce qui est arrivé avec Otis, c'est qu'il était se battre à l'extérieur. Il y a eu des très bons combats. Il s'est battu contre des gars très, très compétents. Le seul problème, c'est que personne ne connaissait Rhodes, personne ne connaissait Bradley. Il était comme un mercenaire, je dirais, boxer surtout dans des casinos, étant donné qu'il n'y avait pas une base importante, mais c'est pas un gars qui vendait beaucoup de billets. Son style aussi, tôt, a été un style qui était fait donc sur la route. Quand tu boxes sur la route, c'est pas toi qui vends les billets, donc tu n'as pas à donner le spectacle. L'entraîneur et gérant d'Otis pendant cette période était Ross Amber, actuellement président de la Fédération québécoise de boxe olympique. Travaillant ensemble au début des années 80, ils ont contribué à bâtir Ring 83, un gymnase public
qui devient rapidement un populaire lieu de rassemblement de nombreux jeunes boxeurs. Le gym Ring 83 était, d'une façon, était très bien géré de Russ Handberg. Premièrement, c'était un gym qui était super clean. Puis les gars qui venaient de ce gym-là, c'était des gars propres, des gars qui faisaient pas de drogue. C'était pas des alcooliques, c'était pas des bums. Handberg n'est pas beaucoup plus vieux que les frères Grant. C'était un grand ami, presque un frère. Russ Handberg fut même le témoin d'Otis lorsque celui-ci a épousé Betty Mullins. Handberg était le gérant des deux frères et avait la réputation d'être un dur négociateur et aussi d'être très paternaliste. Moi, j'ai toujours dit que Russ Handberg, c'est un gars qui a dorloté ses boxeurs, mais d'un bon sens, là, que je parle. J'ai déjà été, moi, dans des négociations là où Russ menait ses négociations pour défendre ses boxeurs, pour représenter ses boxeurs. Et puis, ça devient épuisant de simplement d'être capable de l'endurer, si vous voulez, mais de sorte que c'est très bon pour son boxeur. Toujours très habile à éviter les coups, il frustre ainsi ses adversaires, les épuise. Ce talent l'a conduit en 1997 au championnat mondial des poids moyens de la WBO à Sheffield, en Angleterre. Quand on regardait toutes les qualités puis on les comparait à Ryan Rhodes, on était meilleur dans toutes les catégories. Le seul avantage que lui y avait, c'était qu'il était chez eux. Puis ça, c'était le plan de lui, de garder le full silencieux, de les donner aucune raison pour crier et pour motiver le gars. Puis dès le début du combat, à chaque fois que Ryan Rhodes a essayé de faire de quoi, Otis, il répliquait tout de suite. Tout ce qu'on a travaillé, tous les moves, toutes les choses techniques qu'on a travaillées, ils ont fonctionné parfaitement. Cette victoire contre Ryan Rhodes pour le titre mondial fut particulièrement impressionnante. Le fait qu'il a gagné son championnat du monde, la WBO, à l'extérieur sur la route en Angleterre, augmente beaucoup sa crédibilité. Déjà là, d'aller te battre à l'extérieur quand tu n'as pas tes supporters avec toi, tu as la foule contre moi, et en Europe spécialement. Il ne faut pas que tu battes le gars par une petite marche. Il ne faut pas que tu fasses un combat nul, il ne faut pas que tu fasses un combat par une petite marche, parce que ça va rester chez lui, le titre. Donc, ça démontre les capacités techniques de boxeur d'Otis Grant, sa volonté d'avoir été dans le patelin de l'autre, mais aussi c'est qu'il a dû vraiment gagner le déclassé pour gagner ça. Grant défend une première fois sa ceinture à Ottawa. À la surprise de plusieurs, il abandonne sa couronne des poids moyens pour avoir l'occasion d'affronter Roy Jones, qui était considéré à cette époque comme le meilleur pugiliste au monde, toutes catégories confondues. Les gens qui ne réalisaient pas qu'il accordait 15 livres à Roy Jones. Peut-être que s'attendaient que Otis était pour avoir plus de succès contre Roy Jones, mais le fait est que tu ne peux pas accorder 15 livres à Roy Jones. Ça fait que pour moi, l'acceptation du combat de Jones était une bonne chose, parce que ça a quand même donné une sécurité financière à Otis sans qu'il se fasse blesser. Notre stratégie dans le combat, on a dit le seul espoir qu'on a pour gagner, c'est de ne pas se faire toucher. Si on commençait à se faire toucher par Roy Jones, nos chances ils diminueraient gros. Fait qu'on a travaillé beaucoup sa défensive. Et notre plan, c'était que de le faire manquer puis essayer de répliquer. Mais il était tellement vite, tellement puissant. Tous les boxeurs qui ont essayé d'affronter Roy Jones, ça n'a pas été facile. À la 10e ronde, Russ Handberg jette la serviette et demande à l'arbitre de mettre fin au combat. J'ai effectivement été trop défensif lors de ce combat. Je sais parce que par la suite, Roy, qui semble-t-il m'estimait suffisamment, m'a invité à son camp d'entraînement. Il se préparait à affronter Reggie Johnson, un gaucher pour le titre unifié. J'ai connu de bons moments avec lui en camp d'entraînement. De très bons moments. Affrontant Henry Porras 7 années plus tard, Grant n'est plus le boxeur essentiellement défensif qu'il était dans les années 90. Son style est devenu plus offensif, plus agressif.
Malgré sa défaite contre Roy Jones en novembre 1998, la carrière d'Otis était sur une pente ascendante. Comme bien d'autres Québécois avant lui, la reconnaissance du public lui était venue à la suite de ses succès à l'étranger. Il était devenu un membre respecté de la communauté montréalaise. Il avait gagné un titre mondial et affronté le meilleur boxeur au monde. Ses années de travail acharné allaient devenir fructueuses. Mais un drame l'attendait sur l'autoroute des Laurentides, au nord de Montréal. J'ai réalisé qu'Otis devenait libre de son contrat avec son promoteur. On s'est réunis chez un de ses amis, Jerry Goldberg, dans les Laurentides, pour parler d'une éventuelle association. Et plus spécifiquement, on a finalisé ce soir-là son combat de retour qui devait être contre Alain Bonamy. Une entente était en négociation avec le promoteur Yvon Michel pour enfin boxer régulièrement à Montréal devant ses partisans, ses concitoyens. Une collision frontale fit tout basculer. Il revenait alors chez lui avec sa fille Alexandria et son ami boxeur Herculin Skivelos. On revenait sud sur la 15, l'autoroute 15. On s'est aperçu qu'il y avait des phares qui paraissaient devant nous, assez loin quand même. Mais on n'était pas sûr si c'était de notre bord ou l'autre bord. Puis là, finalement, on s'est aperçu un peu plus proche qu'en effet, elle était devant nous. Je ne pouvais pas tourner pour que l'impact soit absorbé par le côté passager parce que Herc et avant tout ma fille se trouvaient de ce côté-là. Alors j'ai fait une embardée, j'ai encaissé l'impact. En frappant l'autre char, on a tourné 360 coupes de fois jusqu'à temps qu'on a arrêté à côté de l'épaule. L'autre char a frappé l'autre char derrière nous, puis la femme, je sais qu'elle a mouru dans l'accident. Je me souviens d'avoir fait une embardée, puis je me souviens que Herc était penché sur moi. Il tentait de me ranimer, de me réveiller. Il me giflait et disait « Otis, ça va? Réveille-toi! » Ma fille criait à l'arrière. La réaction rapide d'Otis avant la collision a protégé ses passagers de l'impact. Sa fille Alexandria et son ami Herculin furent épargnés, mais pas lui. Je l'ai parlé 2-3 fois, puis tout de suite, il s'est réveillé, mais sa petite fille derrière moi était bien correcte. J'ai sorti sa petite, j'ai aidé Otis à sortir du char parce que lui a voulu absolument de sortir. Il essayait de sortir tout seul. J'avais du mal à respirer. Je suffoquais et je gémissais. C'était plus facile de gémir que de respirer normalement. J'ai essayé de garder sa petite fille occupée pendant ce temps-là parce que j'ai pas voulu qu'elle voie le sang, premièrement, qu'il y avait, parce qu'on l'a accoté sur son côté droit, puis c'est son côté gauche qui était exposé puis qui saignait. Donc, je l'ai gardé un peu de distance de ça pour qu'elle ne pourrait pas voir ça. Je me rappelle que ma fille à l'arrière criait « Mon papa, qu'est-ce qui arrive à mon papa? » Je n'oublierai jamais. Herc courait de moi à l'avant jusqu'à ma fille à l'arrière et lui disait « Ton papa va bien. Il va bien s'en tirer. » Nous sommes finalement arrivés à l'urgence. J'étais très confus. Il y avait comme un brouillard. Je demandais sans cesse « Où est ma fille? Où est ma fille? Je dois savoir où est ma fille. » Il s'inquiétait beaucoup pour la vie de sa fille. Puis je pense que c'est le stress qui le mettait comme ça, puis la douleur intense. Quand il a su que sa fille était plus stable, on lui a donné des médicaments, puis là, il s'est laissé aller. Quand j'ai su que ma fille allait bien, je crois que j'ai pu me laisser aller et je me suis réveillé 7 jours plus tard. Il était vraiment sérieusement accidenté à l'épaule, les poumons, les côtes, et puis il y avait des problèmes respiratoires. Ils ont pris Otis avec le lit.
Ils sont partis vers une autre chambre et derrière eux marchait un curé. Tu commences à avoir des idées, à penser, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive, où est-ce qu'il l'amène, pourquoi qu'il l'amène. C'est sûr que je l'ai béni, que j'ai fait des prières, mais c'est possible que je lui ai donné l'onction au malade avec l'huile sainte. Les deux poumons ont eu énormément de contre-coups et ça a donné une hémorragie dans le poumon des deux côtés. Donc, c'est à ce moment-là des grosses difficultés respiratoires. Le danger était de ce côté-là, d'ailleurs. À ce moment, j'étais enceinte de 3 mois. Personne n'était au courant, sauf le parrain. J'avais cette pensée à l'esprit. J'ai vu toutes les blessures, tous les tubes. C'était horrible. Je me suis effondrée. Je ne pouvais pas croire que ça arrivait. Il était relié à une machine. J'ai demandé à l'infirmière ce que c'était. Elle m'a répondu que sans cette machine, mon frère ne survivrait pas. À un moment donné, on lui a enlevé son respirateur, mais il a fallu le remettre quelques heures après parce que probablement que la douleur l'empêchait de respirer. Je suis rentrée dans la chambre et je suis retournée et je suis sortie de la chambre en pleurant. Otis Grant était sous respirateur. Sa famille, ses amis ignoraient s'il allait survivre. Et si oui, dans quel état? 7 longs jours plus tard, leurs prières furent exaucées. Ils pouvaient enfin respirer normalement. One morning in particular, when I remember when he was coming out of the coma, and the pain was so severe on him as he Otis started. It was just, just wrenching, man. And the nurse had to strap him down, and they held him down, and I just started crying. He pulled through. That was good. Quand il est sorti du coma, il pensait qu'il pourrait rentrer à la maison. Je lui ai expliqué que c'était impossible. J'ai accouru à l'hôpital. D'abord, je lui ai demandé s'il se rappelait que j'étais enceinte. Il a dit que oui. Par la suite, Otis étant fidèle à lui-même, nous avons fait des blagues sur le fait que nous ne pourrions pas faire l'amour pendant un bon moment. Otis, il m'a conté que quand il a commencé à se réveiller de son coma, il avait vu une infirmière qu'il connaissait du YMCA. Fait que, il s'est regardé aussi pour voir où ce qu'il était. Il vient de se réveiller, il se regarde, il voit qu'il est tout nu, parce qu'il avait une petite robe. Il voit l'infirmière, il dit « Mais qu'est-ce que je fais tout nu au YMCA? » Il ne savait pas vraiment où ce qu'il était dans ce temps-là. Grant a pu quitter l'hôpital 3 semaines plus tard. Devant lui, des mois de réhabilitation sans être certain du résultat. Cet accident a bien sûr mis un terme à la carrière de boxeur d'Otis. Mais son solide caractère l'a empêché de sombrer dans les regrets, les ressentiments, la dépression. Entouré de ses proches, il a plutôt créé la Fondation Otis Grant et ses amis pour venir en aide aux jeunes, aux gens défavorisés et aux malades, leur apportant amitié et soutien. Cependant, le principal objectif de la Fondation est de procurer de la nourriture aux gens dans le besoin. La manière c'est commencer la Fondation, c'est après l'accident. C'est valeur de le dire, mais Otis est devenu plus populaire que quand il boxait. Avec tous les médias, les journaux, les nouvelles. Il y a un curé de NDG qui l'a approché pour donner son nom avec son support de Otis pour essayer de l'aider à amasser de l'argent pour les plus démunis de Montréal ou du quartier. On était assis chez nos amis Reggie, à son bar, puis cette soirée-là, il lui avait demandé si on pouvait faire comme une boîte pour ramasser des cannes et tout ça pour qu'il puisse aider le curé. C'est cette journée-là qu'on a décidé, écoute, pourquoi faire ça juste pour une place? Si on fait ça pour plus de place, on va voir si on est capable. On a commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé à appeler à beaucoup de mes fournisseurs pour voir s'ils pouvaient nous aider en donnant des dons de fruits et légumes. Puis
Puis en pas grand temps, même à peu près 10 jours, on a ramassé comme 10 tonnes de fruits et légumes. C'est parti comme ça, qu'est-ce qui était presque de rien, c'est devenu quelque chose de très bien. It's a pleasure for us to be here sponsoring tonight's meal. This is our 4th, 5th year in a row that we've come down and try to help out in any way that we can. And we just want to, thank you guys for having us, and it's our pleasure to be here. Je m'appelle James Hughes, je suis le directeur général de la mission Old Brewery. La mission est une organisation qui œuvre auprès des itinérants et des itinérants de Montréal. Et c'était notre plaisir, lors des derniers 4 ans, d'avoir comme visiteur chevronné Otis Grant. Monsieur Grant est venu ici 4 fois pour pas juste de servir des repas de soir aux clients, mais aussi de financer, de commanditer le repas. Il est très unique. Nous avons des autres organisations et compagnies qui viennent souvent pour commanditer des repas, mais eux, ils prennent des fois une distance du clientèle, tandis que Otis, il est là avec le clientèle. Il les regarde dans les yeux, même il s'approche aux clientèles pour se présenter, demander comment vont-ils, d'écouter une brève histoire, avoir une petite conversation avec la personne. Bon match pour le championnat. Le client, il sait carrément, fortement que, voilà, il y a quelqu'un de grande notoriété qui pense à lui pour même juste quelques minutes. Yo, you like the Hiltons? Yeah. Yeah, they're popular in this city. Lors de la première événement, ce que j'ai rencontré Otis Grant, qui était le défi des célébrités, c'était vraiment la simplicité de l'homme ainsi que l'intégrité qu'il avait pour sa fondation. Merci beaucoup. Parce que j'étais très surpris que la Fondation Otis Grant n'a aucun employé à temps plein. Otis Grant s'occupe des opérations, de la gestion, avec une équipe de bénévoles, mais qui ne peuvent pas travailler eux à temps plein. Dernièrement, avant un combat qu'il y a eu au Casino de Montréal, j'étais très surpris. Peut-être 1 heure avant le combat, il voulait que je m'assure de ne pas oublier dans la semaine qui suivait d'aller chercher une livraison à Laval pour les paniers de Noël qu'on donnait pour les familles défavorisées de la région de la Montérégie. Donc, à la veille d'un combat très important, d'une performance sportive où ça demande un très haut niveau de concentration, on voit que tout ce qui tient vraiment à cœur, il fait pas de très grande intégrité de cette façon-là, de simplicité. Tout en s'occupant activement de sa fondation, Otis, qui venait tout juste de quitter le monde de l'enseignement, demeure attaché à la boxe comme entraîneur et gérant, en compagnie de son frère Howard. Sa convalescence et son retour au travail furent cependant assombris par la fin déchirante de sa collaboration avec son gérant, Ross Amber. En effet, les deux amis se quittent pour des raisons personnelles. J'ai été absent du monde de la boxe pendant 5 ans. Pendant ce temps, Ross et moi avons participé à des projets qui n'ont pas fonctionné. Les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. Je croyais que Ross et moi étions plus proches que nous ne l'étions en réalité. J'ai compris que c'était la boxe qui nous unissait. Une séparation entre le coach et athlète, ça arrive assez régulièrement. Malgré qu'il y en a certains boxeurs qui demeurent avec leur entraîneur à travers leur carrière. Malgré sa retraite forcée comme boxeur, malgré sa rupture avec son gérant, les nombreuses heures passées en gymnase avec Howard permettent à Otis de retrouver peu à peu une bonne forme physique. 4 ans après son accident, surprise. Otis aidait Joachim Alcine à se préparer pour un prochain combat à Montréal. Il pesait 15 kilos de plus que son poids de boxeur, mais on pouvait voir que le plaisir de la compétition lui manquait et que ses habiletés naturelles étaient presque intactes. Je m'ennuie un peu de la boxe, mais j'essaie de ne pas y penser. J'essaie de ne pas regarder les combats télévisés. J'y vois des boxeurs de ma catégorie de poids, des boxeurs que je pourrais battre. Alors je change de chaîne. Je préfère regarder des dessins animés avec mes enfants.
J'avais besoin d'un gaucher pour m'entraîner, pour ma préparation pour mon championnat canadien. Donc, j'ai demandé à Howard est-ce qu'il peut me trouver quelqu'un. Il m'a dit il va demander à son frère pour voir s'il peut faire quelque chose pour nous. Je lui ai répondu, bien sûr, il ne devrait pas y avoir de problème. Donne-moi 2 semaines, je vais me remettre à courir, travailler ma respiration et nous partirons de là. En fait, on était au MAAA, on faisait de l'entraînement public. Moi, j'arrive à l'entraînement public, je regarde un peu distraitement ce qui se passe. Tout à coup, je regarde sur le ring, je vois Joachim. Puis là, mon attention se porte un peu plus sur le ring. Puis là, tout à coup, je me dis, c'est qui le gars qui met les gants avec lui? Il est bon. Puis là, je trouvais que Joachim avait de la difficulté. Otis, il avait l'air d'avoir le dessus sur moi. Donc, je pense que c'est une des choses pour laquelle Otis s'est senti qu'il était encore prêt pour retourner dans le ring. Quand il est descendu, je lui ai dit « Hey, Otis, mon Dieu, ça a l'air bien. As-tu déjà pensé à faire un retour? » Alors Yvon Michel lui offrit un contrat de 6 combats avec une garantie d'un combat de championnat du monde. Grant accepta, se sentant d'attaque pour effectuer un retour. L'invalidité qu'il a eue pour un certain moment, son épaule et tout ça, lui a fait réaliser la chance qu'il avait de pouvoir faire ce métier-là, de pouvoir exploiter son corps comme ça. Et ça a été, cette chance, ce plaisir-là a été une motivation pour revenir au top, où ce qui était avant. Ma réaction quand j'ai appris qu'il allait revenir à la boxe, j'étais content qu'il allait revenir à la boxe. Mais j'étais aussi inquiet pour des raisons que je savais qu'il n'y avait pas des grandes capacités. Ses capacités de 100% avec son bras n'étaient pas très bonnes. Il ne pouvait pas avoir des grandes extensions. Il voulait ouvrir une canne, il y avait de la misère et ça lui faisait très mal. Déjà, il a une puissance mentale très forte. Ça pourrait juste le rendre plus fort, je pense, un drame comme celui-là. Un athlète veut toujours terminer sa carrière de cette façon. Moi, je pense qu'Otis n'a pas laissé la boxe, ou n'allait pas laisser la boxe de sa façon, de sa manière. C'est important pour moi d'avoir l'approbation de ma famille immédiate, de ma femme et de mes enfants surtout, à cause de ce qui était arrivé. Ils avaient vu au jour le jour ce que j'avais enduré avec l'accident, la réadaptation, les blessures, l'infirmière qui venait changer les pansements. Ils savaient d'où j'étais parti pour en arriver là. Ma femme a été la seule à me donner tout de suite son soutien. Mon frère, qui me voyait au gymnase et avec qui j'entraînais les boxeurs, m'a dit qu'il croyait qu'un retour était une mauvaise idée. Même mon père et ma mère ne voulaient pas que je me remette à la boxe. Ma femme a dit, « Otis, si tu crois que tu peux le faire et réussir, alors vas-y. J'ai confiance en toi. » Je n'étais pas chaud à l'idée d'un retour. Mais quand j'ai vu qu'il était sérieux et que les kilos fondaient, et vite, j'étais impressionné. Je veux suivre cette route. Je vais le faire avec mon frère parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon frère dans le monde de la boxe. En fin de compte, mon frère est mon frère. Et si quelqu'un doit profiter de moi, je préfère que ce soit lui. Je peux vivre avec cette idée. J'étais nerveux. Ce n'est que depuis peu que j'ai commencé à me détendre lors des combats d'Otis. Je me disais que si quelque chose arrivait, on allait me pointer du doigt. Est-ce que les gens se mettraient à dire qu'il aurait dû rester loin de la boxe? Mais le défi est de taille. Il devait d'abord perdre une quinzaine de kilos et ensuite retrouver sa forme des beaux jours. Howard et Otis décidèrent de changer quelque peu le style de ce dernier.
il serait davantage porté sur l'attaque que par le passé. Son premier combat retour contre Dingaan Toubela se termina par une convaincante victoire, Otis semblant plus fort qu'auparavant. J'ai été surpris qu'il ait pris un adversaire du calibre de Toubela en revenant. Et puis non seulement qu'il a pris un bon adversaire, mais il a paru très, très bien avec... Il a envoyé Toubela au plancher, et puis il a dominé le combat, puis c'était un combat qui était réellement féroce. Howard entraîne Otis comme s'il m'entraînait, moi. Donc, il n'y a pas une question de favoritisme. C'est que tu es dans le gym, je vais t'entraîner comme que j'entraîne les autres boxeurs. J'ai vu un boxeur qui, après 5 ans d'absence, était en grande forme, insaisissable, et qui a mené le combat comme il le souhaitait. Grave, au bras gauche. Les côtes fracturées, une épaule brisée. Quel retour. À son second combat contre Prince Badi Ajamou, sa victoire fut plus difficile. Allait-il réussir son retour? Il est devenu beaucoup plus agressif. Et puis, je crois que ce qui s'est produit, c'est qu'il a réalisé qu'il lui restait moins de temps. Mais en septembre 2004, Grant remporte le titre canadien des super moyens en battant Mark Wilno par nette décision au Casino de Montréal. Il est un peu plus agressif. Il met plus de pression. Il est plus actif. Sa défensive est encore magnifique. Mais je crois que le grand changement chez lui, c'est l'agressivité. Et maintenant arrive cette confrontation avec Henry Porras. Tout juste avant le combat, Otis confie à son entourage qu'il a un problème. Au cours de l'entraînement, il s'est blessé à l'épaule gauche, ce fameux côté gauche. Il semble que l'accident ait laissé des cicatrices plus profondes que prévu. Non, je ne m'inquiète pas, je me sens bien. Mon épaule me faisait mal à l'entraînement, mais ça devrait aller. Au moment de quitter la maison pour le Casino de Montréal, Grant est calme et détendu. Il ne peut cependant s'empêcher de songer à la faiblesse de son épaule gauche et aux risques qu'il court. Il réfléchit aux stratégies à adopter dans le feu de l'action si cette épaule le rend vulnérable. Otis est un boxeur gaucher. Souvent, il fait suivre son jab de la droite d'un coup plus puissant de la main gauche. Si la douleur est sérieuse, cela peut l'empêcher, à toute fin utile, de se servir de sa gauche. Au mieux, il devra protéger son côté gauche à chaque fois qu'il s'approchera de son adversaire. Danger, grand danger. Après le succès doux amer de sa première carrière, après son terrible accident et après sa longue convalescence, Otis n'est qu'à quelques combats d'un autre championnat du monde. S'il réussit, à lui la gloire et l'argent. S'il perd, c'est la fin de sa carrière. Pour un pugiliste de 37 ans, ses attentes sont très élevées et le temps lui est compté. Ses grandes qualités athlétiques, de même que son intelligence tactique, en font un adversaire de taille. Mais c'est surtout son profond désir de reprendre le cours de sa carrière, là où elle avait été brutalement interrompue, qui est sa motivation, sa force principale. Il ne le fait pas pour la popularité, il le fait pour l'argent, puis il le fait parce qu'il est convaincu d'être capable de réussir. Ce profond désir de réussir sa carrière suffira-t-il pour triompher d'un adversaire du calibre international d'Henry Porras? Même s'il y a danger de découvrir son côté gauche, Grant se bat de façon très agressive, ne laissant pas à son adversaire le temps de reprendre son souffle. À la 4e ronde, il semble prendre le contrôle du combat. Lorsque Porras attaque, Otis démontre sa remarquable capacité à bloquer les coups ou à simplement les éviter. Même si cela peut être très risqué, Grant attire Porras dans les câbles aussi souvent que possible, tout en évitant de se faire frapper sérieusement. La stratégie porte fruit. Porras, graduellement, s'épuise. Et l'on voit à l'œuvre le nouveau style agressif, offensif de Grant. Plus il va s'approcher du titre mondial, plus les risques seront grands. Il a déjà affronté la mort. De quoi peut-il bien avoir peur?
Au milieu du combat, Otis remporte une première victoire. La foule montréalaise qu'il a si longtemps ignorée est debout, hurlant son nom. Au 12e assaut, Grant suscite l'espoir d'une mise hors de combat par sa surprenante agressivité. À la fin, la décision ne fait aucun doute. WBC International Super Middleweight Champion, Otis Magic Je suis satisfait de mon retour. Peu importe ce qui arrivera d'ici la fin, mon retour aura été un succès. J'ai fait un vrai retour. J'ai affronté des aspirants de qualité et je suis parvenu au plus haut sommet de compétition. Je suis satisfait de la direction que ma vie a prise. Je suis un Montréalais. J'aime cette ville, j'aime y habiter. J'aime élever mes enfants à Montréal. J'ai confiance en mon avenir dans cette ville, avec ou sans la boxe. Je peux me trouver un emploi plutôt facilement en dehors du milieu de la boxe. Je suis bien ici et j'envisage avec bonheur mon avenir ici. J'ai beaucoup donné à cette ville et elle m'a beaucoup donné en retour.